Si vous escomptez un jour suivre cette hack campagne de Vecna, au seuil du néant, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Limitons-nous à un public de niche, on n'est pas Squeezie. Une des conclusions de la vidéo précédente était qu'il fallait compter sur l'intelligence des joueurs, c'est mieux, s'ils en ont. Les miens oui, bisous la team A, la team B, les magos analphabètes, ménestrel cannibale, colporteur kleptomane, toréador traite, Pruja commu. T'as le sang du montage. Oups, j'ai oublié un petit peu de monde. On a donc un goblin dealer à rajouter, un guerrier attendant ce suicidaire monomaniaque, et notre orc mutant chaotique, obsédé et quelque peu porté sur le sexe. Voilà, désolé les gars, bisous. Mais ça ne dispense pas de les aider via des techniques narratives, dont le hareng rouge. Le hareng rouge est une technique consistant à développer des pistes tout au long de votre scénario afin de leurrer vos joueurs. Il s'agit de fausses pistes, ainsi envoyer vos PJ en Cavitus, domaine du demi-plan de l'effroi autrefois régi par Vecna, ne servirait à rien. Il n'y est plus depuis 3 éditions. Vous ne le saviez pas, c'est du ADD 2ème édition, c'est normal, personne ne devrait connaître ADD 2ème édition. Mentionner ce domaine au PJ serait narrativement intéressant mais inutile à la campagne, ouvrant la piste à un chapitre ne débouchant sur rien si ce n'est un hareng rouge. Et il y en a légion dans cette campagne qui introduit les plans les plus populaires de D&D, toujours pas de Dark Sun, et les PNJ les plus connus, Tasha, Alustriel, Mordenkainen. Que de hareng rouge en perspective. Et c'est exactement pas de ça dont nous allons parler. Faisons fi du hareng et de cette introduction qui est donc, vous aurez compris, elle aussi un hareng rouge. Mise en abîme, tout ça. Non. Dans cette partie, nous nous pencherons plutôt sur des techniques utiles et comment les mettre en place, notamment la non-linéarité de votre narration et ses implications. Je n'exclus pas des digressions à la Stephen Jay Gould, lisez Stephen Jay Gould, sur fond de fusil de Tchekhov, si cher aux anti-tout. Maintenant, cette intro beaucoup trop haranguée est terminée, et c'est la version courte. La progression non linéaire. Voici la campagne officielle telle qu'elle est composée. Une magnifique ligne droite, unilatérale, dans une seule direction, sans aucun embranchement ni quoi que ce soit. Je vous ai représenté sous forme de schéma la progression de la campagne. Vous voyez le problème, en ligne droite, les PJ vont gagner au minimum 4 niveaux, et donc affronter Vecna niveau 14. Lol, bye bye, bisous. On se fait un petit paranoïa ? C'est le risque de la non-linéarité, ma bonne dame. Pensez à prévenir vos PJ en début de campagne qu'ils peuvent perdre selon les choix qu'ils vont faire, et seulement leurs choix, surtout les mauvais. Bon, la mort dans D&D, c'est comme chez Marvel, ça ne dure qu'un temps. Pour pallier à ça, vous pouvez adopter une progression mixte. Des gains de niveau par accomplissement, mais aussi par gain de XP suite au massacre de monstres. Il y a moyen de gratter 2 à 3 niveaux comme ça. On l'a fait pour la campagne de la malédiction de Strahd, ça permet de se dispenser de certains chapitres, à pas les loups-garous chez nous, et donc aux joueurs de ne pas tout faire, et c'est important pour l'impression de ne pas être sur des rails. Mais aussi à l'aide des événements bonus présents dans la hack campagne. 3 niveaux en plus à la clé, 4 avec la rescousse de Shaka, au cas où. Au total, on arrive à 12 niveaux de disponibles, plus le massacre des mobs avant d'affronter Vecna. Perso, mes PJ tiennent au XP des mobs, du moins au début de la malédiction de Strahd. Je fais avec. Mais si vous pouvez, abandonnez-les. Posez la question à vos joueurs. On peut craindre 2 risques avec cette progression. En premier, arriver trop vite au niveau 20. Bon, ça veut aussi dire que cette campagne va s'accélérer et finir plus vite. Tant mieux, non ? Je sors d'une campagne de Shadow of Demon Lord. Jouez-y. Mais quelle frustration d'arriver au niveau max pour n'en profiter au final que pour le chapitre final, et finalement abandonner son perso. Je n'en ai guère profité, là et l'os. Pour corriger ça et maintenir une progression, fort heureusement, nous sommes en 2025 avec un D&D 5.25 et des dons légendaires. Foncez! Dépassez le niveau 20 et laissez vos joueurs profiter de leur personnage niveau max. Ce n'est que trop rare. Quand bien même la campagne serait bof, ça participe aussi à l'épique. Bon, par contre, au-delà de la fin, du 20, on va arrêter peut-être de compter les XP des monstres, Vos personnages sont des demi-dieux, qu'ont-ils à faire d'exterminer des monstres de toute façon ? Deuxième point, le farming. Allez chercher tous les mobs d'un donjon, à tout hasard le tombeau des égarés, pour grappiller tes XP, vos PJ sont des psychopathes, soyons clairs, mais c'est surtout une perte de temps et d'un ennui profond, tant le système de D&D est poussif pour les combats. Une autre solution serait de donner un niveau par accomplissement là où je ne l'ai pas fait. Vous avez l'interlude, la rescousse de Shaka, et à la limite, modifier le trio des enfers pour que Cass et Mishka affrontent en duo les PJ avant le combat contre Vecna pour 3 niveaux de plus. Alors, mais depuis le temps qu'on parle, comment les PJ vont accéder aux gains de niveau cachés que sont les chapitres 6, 7 et 8, le voyage dans le temps, la descente en Avernus et le colosse d'Eberron. Une vraie fin à la clé et surtout le gain de 3 niveaux 1, Comment ils vont faire, Avec des indices.
Les chapitres cachés, le voyage dans le temps et la marche du colosse. Ces chapitres cachés le sont derrière deux techniques différentes. D'un côté du lore pour le colosse d'Eberron, de l'autre des indices de ci de là dans les chapitres pour le voyage dans le temps. Mais avant ça, parlons du flagelleur mental au milieu de la pièce quand même. Ton voyage dans le temps ne sert à rien. Il n'est là que pour apporter de l'épique et rien d'autre. Et de l'épique, pour de l'épique, c'est nul, autant jouer la campagne originale. Oui, certes, cependant, nonobstant et subséquemment, non. Oui, dans la campagne originale, ce voyage ne sert à rien puisque vous êtes sur des rails et enchaînez sans subtilité le massacre de boss pour accumuler assez de MacGuffin pour atteindre Vecna. Waouh. Non. Dans la hack campagne, sans voyage dans le temps, les PJ vont commencer avec l'interlude au chapitre 2 sans avoir fait le chapitre 1. Ce qui implique qu'il n'y a pas de connexion avec Vecna. Donc, ni de mécanique de secret en place, ni de rencontre avec Eldon et donc son patron Q, et donc le moyen d'accéder aux chapitres 4, 5 et 8, ni le camouflage Vecna optique, qui empêche le dieu des secrets de les localiser et de balancer un sbire de qualité supérieure pour contrer les PJ afin de mettre fin à leur quête. AKA événement bonus, Vecna Strike Back. Ce qui se traduit par la mort des PJ assez rapidement, sauf si dans la pré-itération, après avoir fait le chapitre 2, sans le faux Vecna, et enchaîné le chapitre 3, les PJ ont trouvé déjà qu'il fallait voyager dans le temps pour relancer la campagne, telle que les joueurs vont la jouer dans la hack campagne. Notez qu'un point extrêmement ambitieux serait en effet de faire jouer cette pré-itération au PJ. Commencez alors au niveau 11, avec le chapitre 2, puis de boucler avec le chapitre 1, puis l'interlude, et à nouveau le chapitre 2. Je pense même que ce sera le cas dans la version 2 de cette hack campagne. Autre problème? Oui, mais comment saurait-il qu'il faut rencontrer Eldon dans le chapitre 1, puisque dans la pré-itération, ils ne les connaissent toujours pas, et pareil pour les boucles temporelles. C'est autant de paradoxes qui vont détruire le tissu spatio-temporel du multivers de D&D. Bah oui, pour le premier point, excellente remarque. Je me permets de sortir mon joker Primus. Le chapitre 3 permet de contacter Primus et de l'alerter du plan de Vecna via le portail présent à la fin du donjon. À vous de voir, j'y ai pensé ou j'ai de la chance. Mystère. Primus, le dieu de Mécanus, le dieu des Modrons, le gardien de la mécanique céleste, garant de l'ordre cosmique, le Deus Ex Machina ultime. Lui va trouver les points d'inflexion temporelle sur lesquels infléchir, à savoir rencontrer Q et sauver Eldon au chapitre 1. La boucle est débouclée et donc non pour le deuxième point. Et là, vous allez avoir le bonheur de pouvoir sauter, skipper la digression. Gression. Les boucles temporelles, comment ça marche? 2 écoles, mais en fait 3, mais nous ne parlons pas de la troisième qui nous prend pour des demeurés. Coucou Marvel et ton fuck les paradoxes temporels, on est trop teubés, c'est un truc d'un télo, on s'en bat les couilles. Oh regardez, une plante qui parle. Reste donc 2 écoles. À la DBZ, les univers parallèles afin de se débarrasser des boucles. Chaque itération ouvre une ligne temporelle qui diverge. Et donc, aucune boucle n'est présente, donc aucun paradoxe. À mes yeux, ces deux solutions oublient sacrément ce qu'est le passé. Sinon, à la Universal War Wall, à lire absolument, c'est monumental. Le passé, c'est le passé. Bah voilà, passons à la suite, après cette brillante démonstration. Comment ça n'explique rien? Il n'y a pas de multivers, de lignes temporelles multiples, car tout simplement, les voyageurs dans le passé sont dans le passé, et ils l'ont toujours été, puisque c'est le passé. Ils ont toujours fait ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont fait ne peut générer de boucle. Sinon, paradoxe, et il ne peut y avoir de futur, donc pas de voyage. Par exemple, vous avez envoyé dans le passé quelqu'un tuer un dictateur allemand à moustache, ayant sévi durant la Seconde Guerre mondiale pour changer le passé. Ben, il a échoué puisque le passé a eu lieu et qu'il n'a pas été assassiné. Oups, c'est ballot ça. Je dois l'avouer, je suis linéariste, et je me suis basé dessus pour écrire le hack. Pas d'univers parallèle, c'est plus simple à gérer à condition de pouvoir briser les boucles et les linéariser. Tous les éléments qui ouvrent une boucle informationnelle voient un apport extérieur au sein de cette boucle pour la linéariser, et c'est expliqué dans l'annexe 3. Exemple, les PJ du futur posent une énigme aux PJ du passé. Si les PJ du futur connaissent l'énigme, c'est déjà car les PJ du passé la tiennent des PJ du futur, c'est votre boucle, mais aussi parce qu'un PNJ va leur donner plus tard cette énigme. Elle ne sort pas de nulle part, même s'ils la connaissent déjà. Redondance, mais surtout linéarisation. Et c'est exactement de ça dont nous parlons, c'est la première famille d'indices que nous venons d'aborder, les événements redondants. Les PJ vont devoir remarquer dans cette campagne des redondances, des répétitions liées à chaque boucle. Soit le MJ bug, ou alors, à force, il y a autre chose derrière ça, à savoir un micmac temporel. Dans cette famille d'indices, les PJ disposent d'une liste de trucs à faire sous la forme d'un écho étrange lorsqu'ils transplanent. Et ils transplanent souvent. Au début et à la fin de chaque chapitre, au minimum.
Une liste des trucs à faire est une technique classique. Elle se met à jour au fur et à mesure de la hack campagne. La première fois que j'ai vu ce procédé, c'était dans un jeu obscur à l'ambiance rarement égalée. Veil of Darkness, un Ultima 7 dans un univers à la Hammer, avec un vampire despote d'une vallée obscure. Une prophétie nous guidait et les lignes disparaissaient lorsqu'on avait accompli l'acte correspondant. Sans grande surprise, je m'en suis inspiré. Dès que les PJ transplanent, ils entendent donc ce qu'ils doivent encore faire, comme des échos temporels. Mais certaines lignes apparaissent 2 fois au début, et une seule disparaît après avoir résolu cet acte. Étrange. Comment faire 2 fois ce qui a déjà eu lieu? On se demande bien. Bonus. Comment faire du fun? Vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone ou un micro, puis sur un ordinateur manipuler votre fichier son. Mettre des effets spéciaux pour faire kitsch, accélérer ou ralentir, couper ce qui est déjà fait. J'utilise de mon côté Kdenlive pour ça, ou Audacity. Alors les jeunes, rappelez-vous au collège, hein, Audacity, le truc qui servait à rien, qui marchait pas. Bah voilà, là, ça sert à quelque chose. Hein. Dingue, hein. Une autre famille d'indices concerne les rencontres impossibles. Durant leur aventure, les PJ vont se rendre compte que des PNJ qu'ils ont pourtant rencontrés ne pouvaient pas les rencontrer. Dans le chapitre 1, Q ne peut pas avoir demandé au PJ de les rejoindre en sa demeure, puisque le soir même, il reconnaît ne pas les connaître. Dans le chapitre 2, Vecna ne peut quitter son rituel pour rencontrer de simples pecnos, les PJ quoi. Le faux Mordenkainen qui casse leur explique dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, le dodécadon ne peut pas leur avoir donné l'énigme puisqu'il n'y a pas de dodécadon dans le groupe de mercenaires Vaudron. Et ça, c'est le boss de la fin du chapitre qui va leur donner l'info. Dans le chapitre 5, Eldon ne peut pas les retrouver dans le présent du tombeau des égarés puisqu'il est mort lors de son voyage dans le plan astral pour trouver le dit tombeau. Les PJ ont l'info sous leurs yeux dans le chapitre 4. Une fois, c'est une erreur du MJ. 2 fois, il est vraiment pas doué, mais 3 fois, il y a un truc, allô. 4 fois, si les PJ ne percutent pas, c'est leur problème. Na. Bonus, faire du fun avec le voyage dans le temps. Connaissez-vous Doctor Who, saison 3, épisode 10? Oui, on parle de Blink, les anges pleureurs, son absence de docteur, son Wibbly Wobbly Timey Wimey. Factuellement, c'est le 2e meilleur épisode de tous les temps, le premier étant... Et on oublie souvent, face aux anges, l'autre idée épique derrière cet épisode, le dialogue entre le docteur et le docteur, entre 2 époques différentes par des extraits cachés dans des DVD. Et si on faisait pareil dans cette hack campagne? Bien sûr, la moindre des étiquettes implique de dire à vos joueurs que vous allez les enregistrer à un moment dans la partie, ou, et, avant de le faire. Une fois que vous avez l'enregistrement de la première conversation avec les FOQ, Vecna, Eldon, Dodécaton et les PJ, découpez avec Kdenlive ou Audacity pour ne garder que les réponses des PJ. Laissez alors dans le chapitre 6 la surprise pour les PJ. Lorsqu'ils vont voyager dans le temps, ils vont se parler à eux-mêmes. Et profitez donc du spectacle, je pense que c'est un peu épique. Ou au moins drôle. Vous pouvez même, dans Foundry VTT, faire une macro pour lancer les réponses à l'aide d'une touche d'un clic. La classe. Je laisserai le code à rentrer, c'est minimaliste. Enfin, il reste le reste des indices. Des anomalies temporelles liées au voyage dans le temps. À savoir, à eau profonde, les PJ vont rencontrer un PNJ qui les connaît très bien. Pour cause, il les a côtoyés dans son passé, qui est le futur des PJ. Dans le plan astral, un certain temps est figé, pour le commun des mortels. Pas besoin de manger, par exemple. Sauf pour les PJ. De même, à la fin, la dépouille de Havok, premier dieu des secrets, en finit enfin de mourir au contact des PJ. Le temps reprend son droit, mais pourquoi? Aussi, bon, dans une moindre mesure, Primus leur indique qu'ils sont entourés d'anomalies temporelles. Bon, voilà, ça fait beaucoup pour le voyage dans le temps. Il reste le colosse géant d'Eberron, et ça, c'est beaucoup plus facile. C'est du foreshadowing qui nous attend. Ou du setup payoff, à vous de voir, mais pas un fusil de Chekhov, on verra plus tard après. Bref, lors de cette hack campagne, il faudra planter des informations discrètement au sujet des colosses mécaniques d'Eberron, de la Dame des Souffrances, et bizarrement d'une roue de sécurité. What? Une roue de sécurité? Les éléments du lore de D&D vont permettre d'enrichir un peu l'ambiance de votre campagne. Que vos PJ croisent la Dame des Souffrances dans le ciel lorsqu'ils sont en sigil, qu'un équipage de Spelljammer leur raconte l'épopée d'un colosse géant en Eberron, et accessoirement qu'on leur parle du plan perdu d'Eberron, que les bruits des rues leur fassent remonter les rumeurs de victimes de la Dame des Souffrances, que des historiens narrent l'incursion de Vecna en sigil lors de la 2e édition. C'est du lore, c'est de l'ambiance, mais pas que, c'est aussi des éléments pour comprendre qu'il va y avoir aussi encore un chapitre caché. Et il reste le volant de sécurité. Dans les catacombes, avec les tuyaux, dans le chapitre 1, des conduites de ci de là dans le chapitre 2, peut-être 5, des modrones équipés de roues, eux aussi dans le chapitre 3, des portes de Spelljammer dans le chapitre 4 et 8, un ascenseur dans le Belvédère Carmin, chapitre 7,
Le sas d'un colosse est toujours, à chaque fois, un volant de sécurité. Les premières fois, ça va passer au-dessus de la tête des PJ, à force, il va peut-être falloir se poser une question. Donc soit le MJ est mécanophile, soit il y a un truc, et ce truc devrait faire tilt à la fin du chapitre 6. Rayrak et sa leçon sur les plans de D&D. Les PJ vont récupérer une image des plans avec une aiguille et sigil au centre, dont on peut difficilement ne pas faire le rapport avec le dessin des portes équipées de roues de sécurité. Enfin, j'espère. Oui, celui-là, il est ambitieux. C'est pas évident, mais quand vos PJ vont trouver, je peux vous assurer qu'ils seront fiers. Et ça, c'est un petit peu épique. Une fois accouché du gros morceau, qu'est la nature de sigil, un volant de sécurité permettant de libérer la Dame des Souffrances et d'effacer de l'existence de sombre dieu très ancien réfugié maintenant en Pandesmos, encore faut-il trouver une main assez grande pour tourner la roue. Bon, ça, à la limite, vous pouvez leur donner, surtout si vos personnages sèchent. Notez qu'on peut le faire avec une dépouille géante flottante dans le plan astral, et pas un méca géant, des fois que vous n'aimiez pas les mécas géants. À ce moment-là, utilisez l'événement bonus à la rescousse de chacun pour développer un chapitre en plus. Alors, dans la mesure où l'épilogue est conditionné à la compréhension d'un mystère présent au fil des chapitres, très discret, ok, mais quand même, personnellement, moi, je ne leur donnerai pas. Les PJ ont déjà vaincu Vecna, nous sommes dans une bonne fin, une fin amère pour eux, mais le multivers est sauvé. Donc, tout va bien. À eux de mériter la bonne fin. Bon, voilà, hein. Il reste quelques petits détails. Alors, comment un ou les PJ sont définitivement morts de chez mort, caput, nada, à part résurrection? Bon, on est dans D&D pourtant. Donc, si ça arrivait, avant le chapitre 5, vous pouvez lancer un ou des nouveaux personnages qui vont accompagner les anciens et qui pourront se connecter eux aussi avec Na à la fin du chapitre 5. Après le chapitre 5, vous pouvez ajouter un interlude avec une base de cultistes de Vecna à nettoyer, et au final refaire un chapitre 1, bon bof, ou plagier. Connaissez-vous l'histoire de Vox Machina les légendaires? Pour faire simple, Vax est mort, la reine Corbeau passe un marché avec son âme, et le ressuscite avec une condition. À la fin de Vecna, il mourra définitivement. Ah bah oui, déjà on avait Vecna dans l'histoire. Faites pareil. De toute façon, c'est un classique bien au-delà de Vox Machina. Que vos PJ deviennent des héros de divinités variées. Seul moyen pour elles de s'impliquer dans la lutte contre Vecna. Et au passage, rajoutez-leur des équipements légendaires, histoire de les aider un petit peu. Comment? Vous voulez vous passer du sombre dieu très ancien et ses ombres? Oh! Oui, zappez-les. Pas d'épilogue, ou remplacez dans l'épilogue la possession du corps de Vecna, une fois son âme bannie, par tout simplement son corps animé, vide et indestructible. Lors de la marche du mecha vers Sigil, il affrontera des ombres de Vecna, et la Dame des Souffrances effacera ce corps retors pour se débarrasser de cette menace physique et avoir la bonne fin. Voilà, c'est tout aussi simple. Bon. D'ailleurs, en parlant de fin, nous y voilà. J'espère que ces éléments narratifs et ces techniques vont vous permettre de mieux appréhender ce hack. Au PJ de saisir les indices, les échos, les rumeurs et de construire eux-mêmes leur histoire afin d'atteindre une fin de préférence une bonne, mais surtout de faire du épique. Je citerai un des gens de mon groupe, j'adore les robots géants. Moi aussi, et puis a priori, tout le monde adore faire du épique avec des robots géants, hein? Tout le monde, hein? Bon, ici, la prochaine étape sera de revenir sur les chapitres. Vous pouvez voir ces derniers sur le pad que je viens de mettre à disposition. Alors, OneDrive, plus jamais, quel immonde purée. Certains ne changent guère, d'autres radicalement. Je vais les faire 3 par 3 avec à chaque fois un gros chapitre qui change. Puis viendra les bonus. Ce qui fait 4 vidéos, 4 moyens de faire un rond rouge en intro. Quelle chance! Ah oui, j'oubliais dans tout ça, le fusil de Tchekhov. Ça n'en est pas un, du moins dans cette campagne. Car pour faire un fusil clou de Tchekhov, en fait, il faut des œuvres courtes. À son époque, des pièces, des nouvelles. De nos jours, des films. Dans ce type d'œuvre, on doit économiser le contenu, mais pas dans une campagne de D&D. Nous n'avons pas d'économie de place ou de moyens à faire. Du coup, on ne fait pas de fusil de Tchekhov. Le terme est mal utilisé en fait, et pas à peu près par tout le monde. Et la conclusion des conclusions alors? Quand un anti-tout se cache derrière Tchekhov pour hurler contre des personnages différents, leurs neurodiférences, leur genre, leur identité, leur orientation, leur couleur de peau, dans une série ou dans n'importe quelle œuvre longue, il se plante. Dans la longueur, c'est toujours bien d'approfondir un personnage qui n'est plus une fonction mais une histoire. Et du coup, le fusil de Tchekhov, on l'emmerde. On est dans une œuvre longue. Voilà, c'était ma conclusion. Enfin bon, je veux pas dire qu'il faut emmerder Tchekhov, mais en tout cas l'idée derrière. Je n'oserais pas. Voilà, sur ce,
amusez-vous bien, bonne lecture et à bientôt.